Bonjour ou rebonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes bien restaurés et j'espère vous trouver en forme pour cette première plénière de l'après-midi où on va parler des entreprises face à l'urgence des transitions au pluriel. Je vais vous présenter mes invités dans un instant, mais peut-être juste pour poser un peu le contexte du sujet en introduction. On sait aujourd'hui que l'urgence écologique et sociale appelle les entreprises à changer de modèle pour répondre aux différents besoins qu'on connaît, mais également pour faire mieux avec moins. Quand on parle des transitions, elles induisent de repenser l'entreprise et son développement en préservant évidemment le capital écologique et social de l'humanité. Car dans ce fameux triangle de l'inaction dont on parle, qui, je le rappelle, mêle les citoyens, les entreprises, mais également les pouvoirs publics, c'est justement du côté des entreprises où aujourd'hui il y a le plus de capacité à agir. Mais, parce qu'il y a un mais, cette action, elle ne peut pas se faire au rythme des petits pas, ou du moins elle ne peut plus se faire au rythme des petits pas, par couche de vernis, en réponse à des contraintes législatives et réglementaires, mais elle implique aujourd'hui un changement de matrice, en tenant compte de nouveaux indicateurs, de nouveaux business models, mais aussi d'une autre gouvernance. Si on s'intéresse à l'échelle des territoires, les entreprises ont un rôle crucial à jouer dans leur développement en investissant dans la transition écologique et sociale. Elles peuvent contribuer à la création d'emplois locaux, à l'amélioration de la qualité de vie et puis évidemment à la préservation de l'environnement local. Les entreprises face à la transition, c'est donc le sujet qui va nous animer durant ces 45 minutes. Pour nous en parler, j'ai à côté de moi Jean-Christophe Mercler, qui est délégué régional Bretagne pour la Poste. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Jean-Christophe. Nathalie Baudet, qui est directrice RSE et Esprit coopératif Banque Populaire Grand Ouest. Bonjour à tous et à toutes. Alexandre Chrétien, qui est cofondateur de la CEC, la Convention des entreprises pour le climat. Bonjour à tous et à toutes. Et enfin, Manon Daher, qui est directrice générale adjointe du groupe Bodmer. Bonjour. On va tout de suite attaquer par le sujet de la CEC, de la Convention des entreprises pour le climat. Pour celles et ceux qui n'en auraient pas ou peu entendu parler, Alexandre, qu'est-ce que c'est précisément la CEC ? La Convention des entreprises pour le climat, c'est un parcours apprenant, agissant qu'on a bâti il y a maintenant 3 ans pour des dirigeants d'entreprises, mais pas seulement d'entreprises, puisque dans les parcours de la CEC, on mélange aussi bien des entreprises que des ESS, que des ONG, que des associations, qui sont donc représentées par un binôme de dirigeants et qui suivent un parcours essentiellement en présentiel de 6 sessions pendant lesquelles on les sensibilise aux causes et aux conséquences du dérèglement climatique, mais pas seulement, à l'ensemble des limites planétaires, alors qu'elles soient, elles étaient 9 en tout cas quand on a monté le parcours, 8 peut-être aujourd'hui, dont 7 qui sont dépassés. Et ces dirigeants d'entreprise, ils co-construisent, ils repensent leur modèle d'affaires lors des 5 sessions qui suivent. Donc on commence par les maltraiter par une gifle climatique. Et ensuite, on les fait suivre ce parcours pendant lequel ils travaillent ensemble en atelier, en camp de base, tous ensemble, pour repenser leur modèle d'affaires en intégrant ces limites planétaires et en se reconnectant au vivant. Et si je peux dire, il y a eu une session originelle qui a été le lancement de la CEC et aujourd'hui, vous démultipliez avec des CEC en région. Exactement. Alors moi, en plus, j'ai une petite particularité, c'est que je suis cofondateur de la CEC, mais je suis aussi dirigeant d'entreprise. Donc j'ai suivi le parcours donc, en tant qu'alumni. C'était un parcours dans lequel on était 150 entreprises qui s'est étalé sur 2021-2022. Il y a eu une remise de rapport final au ministre avec les feuilles de route, justement, des entreprises participantes, parce que ça fait partie du deal du parcours, de fournir sa feuille de route en fin de parcours. Et puis maintenant, de passer à des essaimages... thématiques et régionaux. Là, je vais plus insister sur l'essaimage régional, puisqu'on a monté une CEC Ouest, donc c'est Ouest au sens des régions de Bretagne et de Pays de Loire, qui regroupe 60 entreprises qui suivent ce parcours. Et aujourd'hui, il y a 11 parcours CEC sur l'ensemble du territoire. Donc, il y a 9 parcours régionaux et 2 parcours thématiques, une CEC Consulting et une CEC pour le monde financier. J'ai le témoignage d'Olivier Clanchine, qui est président de Olga, avec ces mots. Est-ce que je les partage? Vous souhaitez les partager? Olivier Clanchin, ouais, tu peux il sera ravi. Alors, je vais lire ces mots.
Quand il a témoigné de son expérience auprès de la CEC, il a dit « La CEC m'a permis de prendre de la hauteur avec des lectures d'experts qui ont mis en exergue l'urgence de la situation et nous a fait prendre conscience collectivement que les entreprises avaient un rôle essentiel à jouer pour faire bouger les lignes. Avec la CEC, soyez prêts à vous faire chambouler. Véritablement, elle permet de trouver l'énergie du sursaut dont la planète et l'humanité ont besoin. » J'ai envie de m'adresser à vous, Jean-Christophe Merclair. Si on reprend justement les mots d'Olivier, face à l'urgence des transitions au pluriel, comment une entreprise de la taille de La Poste aborde-t-elle sa transition écologique et quelle est justement votre stratégie de décarbonation pour faire bouger les lignes? Alors, tout d'abord, vous avez parlé de taille du groupe de La Poste et c'est un point qui est important. Toutes les entreprises sont amenées ou seront amenées à contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Pour autant, les grands groupes ont une responsabilité plus importante et le groupe La Poste a une responsabilité plus importante, à plus d'un titre. Tout d'abord, le groupe La Poste est un très gros consommateur d'émissions de CO2, de par son activité. En 2022, le groupe La Poste a émis 2 400 000 tonnes de CO2. Donc c'est énorme. Ensuite, le groupe La Poste, par sa taille, il est visible. Donc il a une capacité à communiquer, à toucher, à sensibiliser ses usagers, ses clients, et donc il a un rôle d'exemplarité. Ensuite, le groupe La Poste est très fréquemment partenaire de l'État, du gouvernement, pour réfléchir et anticiper la mise en place de politiques publiques. Et enfin, nous avons autour de nous un écosystème de partenaires, de fournisseurs extrêmement important, et donc nous avons cette capacité à les sensibiliser, à les fédérer pour les amener à réfléchir et à intégrer la transition énergétique dans leur comportement et dans leur processus économique. Vous avez partagé un chiffre, j'aimerais en partager un deuxième. En 2022, près de 17 millions d'objets ont été livrés par La Poste. Quelle est plus précisément la stratégie de La Poste en matière de transition écologique? Alors, aujourd'hui, il y a une stratégie. Cette stratégie, elle s'est élaborée dans le temps. Il y a eu 2 phases importantes. La première phase, et c'est une stratégie qui s'est élaborée sur plus de 10 ans, quasiment 20 ans, avec une première phase qui est une prise de conscience. Nous sommes, comme je vous le disais, un très gros consommateur, un très gros émetteur de gaz à effet de serre et de CO2 de par notre activité. Nous faisons du transport, de la livraison de courriers et de colis. Nous avons une flotte de véhicules pour le transport et pour nos collaborateurs de plus de 100 000 véhicules, donc nous contribuons activement à ces émissions. Nous avons également des bâtiments. Le groupe La Poste, c'est 7 millions de mètres carrés de bâtiments qu'il faut chauffer ou qu'il faut climatiser parfois. Nous avons également un système d'information. C'est 800 000 objets connectés. Des ordinateurs, des smartphones, des tablettes, des imprimantes, des serveurs. Et puis enfin, c'est 240 000 collaborateurs qui, au quotidien, par la papeterie, par le textile, énormément de nos collaborateurs sont habillés, donc contribuent aux émissions de gaz à effet de serre. Donc la première phase, c'est vraiment une prise de conscience. La deuxième phase, c'est la définition d'une ambition. Le groupe La Poste a posé l'ambition d'être un acteur majeur dans la transition énergétique. Alors il y a plusieurs facteurs dans cette ambition. Le premier facteur, c'est la mesure. C'est d'être en capacité de mesurer le plus précisément possible, pour chaque activité, les émissions de CO2. Cette mesure, elle doit reposer sur des normes et des processus qui doivent être reconnus au niveau international pour être crédibles. La deuxième chose, cette mesure, elle doit couvrir l'ensemble de l'activité du groupe La Poste. C'est le cas aujourd'hui. Ces mesures, on est capable de mesurer l'activité de livraison, enfin, toute l'activité autour du courrier et du colis, toute l'activité autour du numérique, toute l'activité autour de notre banque, la Banque Postale. Et on doit aller même plus loin. Nous sommes aujourd'hui en capacité de mesurer les émissions de CO2 de nos sous-traitants dans le transport. Donc le premier point, le premier facteur, c'est vraiment la mesure. Le deuxième facteur, c'est en face de chacune de ces activités, en face de chacune de ces mesures, c'est de définir une ambition, c'est-à-dire un niveau d'atteinte de réduction d'émissions de gaz à effet de serre avec un délai et des outils de traçabilité. Le troisième facteur, c'est de mettre l'humain au centre du dispositif. Ça veut dire que tous nos collaborateurs, les 240 000 collaborateurs, sont sensibilisés, sont informés, sont formés sur cette ambition. Quatrième facteur, il faut formaliser cette ambition dans un plan stratégique.
donc un plan stratégique à 5 ans, à 10 ans, qui est décliné, vous l'avez mentionné, en feuille de route annuelle. Aujourd'hui, le président directeur général du groupe La Poste, Philippe Val, a dans sa feuille de route annuelle des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et sa part variable est indexée sur l'atteinte de ces objectifs. Enfin, le 5e facteur, on peut aller plus loin, on en a parlé un petit peu ce matin, c'est que l'entreprise devienne une entreprise à mission, avec un statut d'entreprise à mission. Alors, ça permet de définir une raison d'être, mais surtout, ça permet de mettre en place un comité de parties prenantes composé d'experts complètement indépendants qui vont valider cette stratégie, qui vont l'observer, qui vont la contrôler et qui peuvent communiquer dessus. Et ça, c'est un vrai sujet de transparence et de crédibilité dans la stratégie qu'une entreprise peut mettre en place en matière de réduction de gaz à effet de serre. Merci beaucoup. Alors, la prochaine question, je pourrais aussi vous l'adresser à vous, Jean-Christophe, mais je vais l'adresser à Nathalie concernant le secteur bancaire, parce que bien évidemment, avec la Banque Postale, vous pourriez aussi y répondre. Mais le secteur bancaire est particulièrement pointé du doigt quant à son impact sur le climat. Quelle est la responsabilité d'une entreprise comme Banque Populaire ? Alors, pour nous, Banque Populaire Grand Ouest, on a une double responsabilité. La première responsabilité, c'est surtout d'être une entreprise coopérative sur son territoire. On est avant tout une entreprise. Donc c'est, comme l'a dit Jean-Christophe, une volonté d'agir pour réduire notre empreinte carbone et d'être un acteur engagé sur les transitions sur notre territoire, et y compris en incluant nos parties prenantes. Et là, je vais vous donner 2 exemples. Un exemple sur nos fournisseurs. Donc, bien sûr, on les accompagne sur la partie RSE lors de nos appels d'offres, puisque c'est de plus en plus présent aussi. Mais aussi, on s'engage sur nos délais de paiement, par exemple. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 20 jours pour payer nos factures. On s'engage aussi sur notre territoire, dans le sens où nous choisissons nos fournisseurs sur le territoire. Et aujourd'hui, nous avons 80% de nos fournisseurs qui sont sur le territoire de BPGO. Donc, on couvre 12 départements. Donc, ça, c'est des enjeux très, très forts. Toujours dans ce sens-là, en partie prenante, on a une partie prenante qui est très, très importante, c'est nos clients. Et là aussi, comment on peut les accompagner ? On est un établissement bancaire. Donc, notre rôle, c'est d'accompagner nos clients dans leur propre transition. Et donc, pour ce faire, eh bien, on les accompagne en s'appuyant sur les 3 piliers de la RSE, en y incluant, bien sûr, la biodiversité et puis, bien sûr, tout l'aspect réglementaire. Là, il ne faut pas l'oublier. Notre deuxième responsabilité, c'est en tant que réseau. Puisque BPGO est engagé sur son territoire et donc nous avons vite constaté la nécessité pour les entreprises de se regrouper, d'échanger, d'agir ensemble sur tous ces sujets avec l'aide des réseaux d'entreprises, parce que tout seul, on ne peut pas faire grand-chose et ça rejoint un peu ce que vous disiez, Alexandre. Donc, en tout cas, en nous regroupant, on est sûr, on est plus fort. On parle beaucoup de maillage territorial, on ne va pas forcément développer maintenant, mais c'est vrai que quand on évoque le secteur bancaire, il y a aussi tout un sujet lié aux investissements et au fléchage des investissements, qui est un sujet essentiel aujourd'hui. Manon Daher, Baudemer est un distributeur automobile. J'ai envie de dire que le secteur automobile est aussi pas mal chahuté. À votre échelle, comment est-ce que vous pouvez participer à la décarbonation de la mobilité, sachant que la particularité, c'est que vous êtes dépendant aujourd'hui des constructeurs ? Tout à fait. Donc effectivement, on est dépendant des constructeurs. Après, l'avantage, c'est qu'avec la réglementation et la loi 2035, de toute façon, les constructeurs vont développer des véhicules électriques. Donc qu'on y veuille ou non, on avance vers une mobilité décarbonée. Et en fait, en tant que distributeur, on a pour le coup presque un devoir en fait, de conseil, de switcher. Le côté ancien garagiste où on poussait de la tôle pour pousser de la tôle, c'est terminé. Je pense que ça, tout le monde en a conscience. Aujourd'hui, on devient des conseillers en termes de mobilité. On doit accompagner nos clients à comprendre les différences technologiques, parce que c'est quand même pas ultra clair entre les différents modèles, entre les autonomies de batterie, entre les technos de motorisation, quel choix faire. Et aussi, c'est de les aider à comprendre quel est leur besoin en termes de mobilité. On n'est plus forcément sur de l'achat pur. Il existe aujourd'hui des modèles locatifs qui permettent en fait d'adapter. Il y a aussi des solutions type autopartage. Là, je pense notamment à nos clients entreprises. C'est bien d'avoir une flotte de 200 voitures, mais s'il peut en avoir 50 en autopartage, c'est quand même déjà, 1, financièrement plus intéressant pour lui, et 2, plus intéressant pour la planète.
Donc il y a vraiment toute cette notion de conseil et même d'intégrer des solutions de mobilité douce dans les appels d'offres quand on répond à des clients entreprises ou auprès des collectivités. Il y a aussi toute la notion de gestion du parc roulant, puisqu'on a des véhicules aujourd'hui thermiques qui roulent. L'objectif, c'est de contribuer à leur entretien régulier pour s'assurer qu'on n'ait pas des véhicules ultra polluants sur la route. Donc là, il y a un vrai enjeu chez nous. Enfin, nous, je sais qu'on a créé carrément une usine de reconditionnement de véhicules d'occasion pour vraiment optimiser la remise en état des véhicules d'occasion. Et après, dans d'autres actions, on a, c'est bête, mais en fait, avec toutes nos concessions automobiles, on a un maillage territorial qui fait qu'on investit dans des bornes de recharge, ce qui doit faciliter l'accès également à la mobilité électrique. Et pour aller plus loin sur le sujet de la transition environnementale, vous, à l'échelle du groupe Baudemer, comment est-ce que vous appréhendez et menez ce grand chantier là? Notre propre transition énergétique environnementale. Déjà, on baisse la clim. J'ai envie de dire, il y a déjà, c'est bête, mais il y a une sensibilisation auprès de nos collaborateurs. Je pense que vous l'avez tous dans vos entreprises, qui s'appelle le bon sens. Si tu as froid en plein hiver, évite de mettre le chauffage à fond dans ton bureau, mais mets un pull. C'est bête, mais ce serait déjà quand même pas mal en ce qui nous concerne. Mais au-delà de ça, nous, la problématique qu'on a, c'est qu'en fait, on a beaucoup d'immobilier, on a beaucoup de concessions, on est déployés dans les moyennes et petites villes. Et en fait, il faut simplement qu'on diminue nos mètres carrés, qu'on revoie nos bâtiments, parce qu'on a des passoires énergétiques. Et après, on travaille aussi notamment sur tout ce qui est recyclage de l'eau. Notre objectif, c'est de développer maintenant des concessions qui soient neutres d'un point de vue énergétique, parce que j'entendais la réflexion ce matin, utiliser de l'eau potable pour nettoyer des voitures, clairement, c'est pas un objectif pour nous. Donc il y a toute cette transition-là de panneaux solaires, d'énergie propre et d'avoir des concessions propres. Et après, il y a d'autres choses qui sont, j'ai envie de dire, la mobilité de nos collaborateurs. Le télétravail aide justement à diminuer en fait notre propre empreinte. La semaine de 4 jours aussi contribue à diminuer les déplacements et la visio. Il y a un sujet sur la gestion des déchets. On a ça, mais depuis longtemps, la gestion des déchets est au cœur de nos activités. Le recyclage, demain, le recyclage des batteries fait partie des chantiers qu'on devra continuer à mener. Pardon, je vous ai coupé sur le fait d'optimiser en effet les déplacements des collaboratrices et des collaborateurs. Oui, non, mais c'est ce que je disais, c'est simplement visio, télétravail et semaine de 4 jours et covoiturage, poussé au maximum, même si on vend des voitures, s'ils peuvent utiliser la même voiture pour venir au travail. Donc, vous le disiez un peu en préambule, mais donc formation et sensibilisation des équipes. Des équipes, ça c'est sûr. Formation en permanence, sensibilisation sur le bon sens qu'est l'économie énergétique. Alexandre, on vient d'entendre 3 entreprises dans des secteurs sensiblement différents. On vit une époque où émergent beaucoup les collectifs. On n'a jamais autant parlé de coalition, de collectifs. Et on en a parlé d'ailleurs en conclusion ce matin de la plénière d'introduction sur le fait de ne plus travailler de manière silotée, mais de se parler et de travailler dans une logique du co. C'est un enjeu qui est essentiel pour mener ces transitions au pluriel pour les entreprises. Face à l'ampleur des enjeux, effectivement, et plus on en prend conscience, plus ils sont effrayants. Donc, ce qu'on appelle le syndrome de l'éco-anxiété, ça peut être paralysant. Et donc, du coup, quand on se retrouve face à cette montagne, notamment pour un dirigeant d'entreprise qui est donc en responsabilité, qui doit passer à l'action, c'est de se dire comment je m'y attelle. Le fait de ne pas le faire tout seul, ça facilite grandement la tâche. Ça ne résout pas évidemment tous les problèmes, mais en tout cas, ça permet de poser les sujets, d'y réfléchir ensemble et de chercher des solutions avec humilité, parce que, encore une fois, à la fois, il y a un certain nombre de solutions qui sont existantes et qui méritent d'être déployées. On en a entendu des très bons exemples là dans les 3 interventions précédentes, mais il y a aussi besoin d'aller beaucoup plus loin, d'expérimenter et du coup d'essayer, quitte à se tromper, et c'est pas grave de se tromper, il faut s'en tirer les enseignements pour essayer autre chose. Et encore une fois, de le faire en coopération, c'est beaucoup plus facile, y compris avec des concurrents. Ce qui n'est pas forcément un réflexe très, très naturel en tant que chef d'entreprise. Et pourtant, c'est nécessaire vu l'approche systémique qu'il faut avoir pour trouver des solutions à ce dérèglement climatique, pour se transformer. C'est très important de le faire collectivement. Et des différentes entreprises qui ont aujourd'hui embarqué dans la CEC, est-ce que vous avez peut-être des exemples, quelques exemples à nous partager ?
Alors, ce que j'aime bien partager, souvent on partage assez facilement la réduction de nos externalités négatives, c'est-à-dire de ce qui est vraiment nuisible pour l'environnement ou des ressources que l'on utilise, ou d'optimiser tout ça. On travaille, souvent les dirigeants travaillent pour maximiser les externalités positives, donc notamment ce qui permet de se reconnecter au vivant. Mais je pense que le chemin qui est le plus difficile pour les dirigeants, c'est les renoncements. C'est de se dire, et j'ai entendu tout à l'heure le représentant d'AXA Climate le citer, prendre l'exemple de Mustela, le laboratoire Expansience, qui renonce à une activité qui pèse 20% de son chiffre d'affaires, donc en l'occurrence des lingettes, qui génère en plus une excellente marge. Et comment elle apprend à renoncer à cette activité avec tout un tas d'équipes, de sites de production qui sont dédiés à ça. Et ben, elle a pris cette trajectoire après avoir fait une erreur, et c'est pour ça que j'insiste sur la nécessaire humilité pour adresser le problème de la transition. C'est qu'au départ, ils se sont dit on va faire des lingettes biocompostables, donc avec des produits biosourcés et puis qui seront potentiellement recyclables. Sauf que dans la pratique, ils ont vu que les gens ne le faisaient pas. Donc les lingettes, elles étaient jetées, et finalement la proportion de lingettes recyclées, la circularité du cycle de vie des lingettes était pas du tout respectée. Donc du coup, ils renoncent à cette activité. Et un exemple de coopération pour lutter contre ça, c'est de passer sur du vrac. Donc du coup, ça veut dire d'aller voir des concurrents pour concevoir des produits qui vont être biosourcés, je vais passer les détails là-dessus, mais surtout qui, chez les distributeurs, donc dans des pharmacies ou dans des parapharmacies, vont avoir un mobilier qui est dédié, et pour que ces clients acceptent de mettre du mobilier adapté à du vrac, il faut qu'ils se disent qu'il y ait plusieurs laboratoires qui vont le faire. Donc nécessaire coopération. C'est pour ça qu'on parle du concept de coopétition, pour ceux qui ont déjà entendu parler, qui mélange donc coopération et compétition en anglais, ça veut dire concurrence en fait. Peut-être pour poursuivre, vu que vous avez pris la voie du savoir renoncer, on a donc l'exemple de Mustela. Tout à l'heure, Emery Jacquia nous donnait un autre exemple sur le fait de ne pas jouer le jeu du Black Friday. Ouais, le vendredi. Ouais, le Black Friday, bah, c'est frappant. Hein. Il a fait ça il y a 5-6 ans. Aujourd'hui, il y a 1500 e-commerçants qui ferment leur site le jour du Black Friday. Nous, on a, parce que je travaillais, moi, dans un groupe de travail de la CEC sur la frugalité numérique, donc avec d'autres éditeurs, enfin avec d'autres prestataires de services et distributeurs informatiques, pour tendre vers un numérique responsable et pour faire des efforts à la fois sur la sensibilisation de tout notre écosystème, mais aussi pour le questionnement de nos clients sur à quoi servent ce qui nous est demandé en tant que prestataire. Et ce questionnement de savoir quel est l'impact de tout ce qu'on réalise en tant qu'activité, ça fait partie des questions fondamentales. Et quand on se dit, bah ça, c'est peut-être pas un besoin fondamental, c'est peut-être plus une envie à laquelle on répond, il vaut peut-être mieux écarter ce projet-là, y renoncer. Juste avant, on parlait des collectifs et le fait de travailler en collaboration. Je sais que dans la salle, il y a des personnes de SNCF, et de mémoire, vous aviez un exemple justement concernant SNCF sur les écosystèmes. Est-ce que vous voulez nous le partager ? Oui, alors c'est un projet de renaturation en ville. Alors c'est la SNCF, mais on est 14 entreprises embarquées là sur le projet. C'est le test, le POC, va être réalisé à côté de Rennes, sur le site de Pavie. Et c'est un site dédié à la maintenance industrielle des trains, sur lequel il va y avoir une débétonisation. On a fait une étude des sols et sur lesquels on va implanter 2 îlots forestiers, selon la méthode de Miyawaki, sur un peu plus de 400 mètres carrés. Mais il y a un potentiel 10 fois supérieur rien que sur le site. Et évidemment, si on le déploie sur l'ensemble des sites de la SNCF, on voit que ça peut être à très grande ampleur. Et il y a plein de vertus à ce projet-là. Alors, en termes de coopération, comme je vous le disais, on va dire une grosse douzaine d'entreprises à travailler, chacune à la porte de l'expertise, et pour certains, ça va être juste des bras le jour J, mais en tout cas, sur la phase de méthodologie et d'études, on est tous très impliqués sur le sujet. Et ensuite, il y aura la partie déploiement des îlots, et ensuite de le faire vivre, ces îlots forestiers, dans le temps, donc que les salariés du site s'approprient, découvrent
un espace qui va être dédié à la nature, qui va être revégétalisé et on l'espère, dans lequel il y aura une petite faune aussi de proximité qui reviendra, qui est très vertueux pour se protéger de la chaleur, pour avoir une reconnexion au vivant dans le quotidien des salariés, puis ensuite dans l'entretien de ce site. Et cet entretien, idéalement, il faudra qu'il soit fait par des salariés qui y travaillent. Donc on voit une dynamique, un changement profond qui est en train de s'inscrire et une reconnexion au vivant sur un site qui au départ est purement industriel et en l'occurrence très pollué. Et on voit que c'est super vertueux parce que de fait, il y a un impact environnemental, social et sociétal. La boucle est bouclée. Oui, et un embarquement qui va au-delà des entreprises, parce que quand on a, pour tout vous dire, vendredi, on faisait cette présentation avec des gens de la métropole, de la région, de l'ADEME, de BPI, et ils y ont vu un intérêt très fort, parce qu'évidemment, une renaturation en ville, c'est un sujet, vu les canicules auxquelles on va devoir faire face, qui devient une priorité majeure pour plein d'interlocuteurs, et si ça peut donner plein d'idées à des entrepreneurs qui ont des sites ou qui ont du foncier important et qui ont besoin de le végétaliser, ou d'autres qui sont en centre-ville et qui auraient besoin de connaître une méthodologie pour revégétaliser, il y a des possibilités de participer à des projets comme ça. Et c'est vraiment l'une des ambitions fortes qu'on a dans la CEC, de pousser ces projets coopératifs. Alors, j'aimerais à présent qu'on parle d'impact et qu'on s'intéresse aux preuves et aux actions qui sont menées. On va commencer avec vous, Jean-Christophe Mercler. Quels sont les engagements concrets et chiffrés que vous avez pris avec le groupe La Poste ? Alors, le groupe La Poste a 5 axes d'amélioration qui ont été définis, génériques. La réduction de la consommation d'énergie, le développement des énergies renouvelables, la baisse des émissions de gaz à effet de serre, la baisse de la consommation des ressources et de la production de déchets, et enfin le développement du réemploi, de la réparation et du recyclage. Quand on prend parmi ces axes d'amélioration ce qui concerne la transition énergétique, il y a eu 2 objectifs forts, synthétiques, qui ont été fixés. Le premier, c'est d'être neutre carbone. Le groupe La Poste a atteint cet objectif. Aujourd'hui, le groupe La Poste, c'est le premier groupe postal au monde à être neutre carbone. Le deuxième objectif est beaucoup plus ambitieux, c'est d'être zéro net émission. Donc cet objectif, il est issu des accords de Paris, de la COP 21, avec une ambition qui a été définie d'être pour tout le monde zéro net émission en 2050. La Poste a décidé d'être zéro net émission en 2040. Pour cela, ça nécessite une réduction de plus de 50% de nos émissions de CO2. Donc c'est une véritable ambition. Ce qui est important, c'est que cette ambition, comme je le disais précédemment, elle puisse être observée, contrôlée, notée par des structures externes. Et aujourd'hui, depuis quelques années, s'est développé des agences qui donnent une note extra-financière. Vous connaissez les grandes agences, Moody's, Standard & Poor's, Fitch, IPCA, qui donnaient des notations financières qui mesuraient la solvabilité d'une entreprise. Aujourd'hui, on a créé des notations extra-financières, donc qui mesurent finalement la responsabilité sociétale de l'entreprise et plus précisément la transition énergétique. Il y a une grande entreprise internationale, américaine, Moody's, qui a noté le groupe La Poste en 2022 avec la note de 76 sur 100. Ça ne vous parle peut-être pas, mais avec cette note, le groupe La Poste est, tout secteur confondu, tout pays confondu, la structure la mieux notée au monde. Ça veut dire que Moody's considère que le groupe La Poste, dans son plan de développement dans la transition énergétique, dans son engagement, dans les outils qu'il met en place, est la structure la plus avancée, la plus engagée au monde. Donc ça, pour nous, c'est un objectif extrêmement important. Pour aller plus loin, si on s'intéresse à la manière dont vous concrétisez ces engagements, et je pense notamment à la neutralité carbone, est-ce que concrètement, vous pouvez nous expliquer, par exemple, comment est-ce que vous êtes parvenu à être neutre en carbone ? Alors, donc on reprend nos activités, nos grandes activités. Le premier sujet, c'est la flotte de véhicules. Nous avons 100 000 véhicules, et donc il s'agit de transformer 100 000 véhicules historiquement thermiques en une flotte de véhicules propres. Je veux simplement vous raconter une petite anecdote. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est possible. On peut passer commande de véhicules électriques. Ça n'a pas toujours été possible. Il y a 2 dates qu'il faut connaître. En 2016, il y a eu le Grenelle de l'environnement en France qui a posé les bases d'une réflexion de savoir s'il était opportun ou pas
pour l'économie française de développer une filière de production de véhicules électriques. Il y a eu des tests qui ont été faits, la Poste y a participé, et en 2010, l'État, le gouvernement a décidé qu'il faut créer en France une filière de production et une filière industrielle de production et de fabrication de véhicules électriques. Donc les grands acteurs, Renault, Peugeot, etc., étaient d'accord dans la mesure où il fallait qu'il y ait des clients, des personnes qui passent commande. Et en 2011, la Poste a passé commande de 10 000 véhicules électriques. C'est ce qui a permis à l'époque d'initier la création de cette filière de fabrication de véhicules électriques. Donc aujourd'hui, on a 40 000 véhicules électriques, donc ce qui fait de nous à peu près, on met souvent en avant la première flotte privée européenne et l'une des plus grandes flottes privées au monde, avec un engagement fort qui a été pris, c'est que le courrier et le colis qui est livré aujourd'hui dans les 225 plus grandes villes européennes sera livré à 100% en mode propre d'ici 2025. Donc nous travaillons en Bretagne avec Rennes Métropole, Brest Métropole en partenariat, c'est déjà très engagé. Nous avons des réflexions avec Lorient, avec Vannes, avec Lamballe, avec Saint-Malo, avec Dinan, à toutes ces villes où on a un sujet notamment de congestion, de pollution par la livraison de colis et de courriers en centre-ville. Donc on travaille vraiment sur cette transformation de la flotte. Le deuxième sujet, c'est l'optimisation et l'organisation industrielle de nos processus. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, lorsqu'il y a de la livraison, très fréquemment, le camion, la camionnette qui livre, elle est remplie à 25-30%. Donc on a un sujet de massification. Donc c'est un jeu de Tetris pour nous. Il s'agit de remplir au plus tous nos camions pour que on fasse des économies de gaz à effet de serre. L'autre sujet, on parle de renoncement. Tout à l'heure, on a parlé de renoncement. Il s'agit de renoncer à des offres, à des services qui, pour la Poste, étaient historiques parce qu'ils sont trop consommateurs aujourd'hui de CO2. La Poste a abandonné son timbre rouge, le fameux timbre qui permettait d'être livré, de distribuer son courrier en J+1. D'abord parce que ça ne correspondait plus réellement à un besoin des Français, et d'autre part, ça nous obligeait à conserver des lignes aériennes ou des transports longue distance qui n'étaient absolument pas remplis et qui consommaient énormément de CO2. Donc là, on a renoncé à cela et ça nous a valu quelques déboires sur les réseaux sociaux. Le troisième sujet, évidemment, ce sont nos bâtiments. Je vous en ai parlé, on a énormément de bâtiments, ça a été dit. Donc on travaille beaucoup déjà sur la mesure, c'est-à-dire des capteurs qui permettent de mesurer précisément qu'est-ce qui est consommé, quand est-ce que c'est consommé, dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année. Et à partir de là, de savoir si c'est pertinent. Une salle de réunion qui reste allumée toute la journée alors qu'elle n'est pas utilisée, ce n'est pas pertinent. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on va travailler vraiment sur cette mesure et ensuite travailler sur des bons réflexes. Savoir éteindre, savoir évidemment ne pas trop chauffer l'hiver, ne pas trop utiliser la climatisation l'été. On va travailler sur la mise en place d'énergie renouvelable. Sur toutes nos grandes plateformes industrielles, on va essayer de mettre en place des toits photovoltaïques. On va également travailler sur l'optimisation des surfaces. On l'a bien vu après le Covid, il y a des usages qui se sont mis en place, notamment la notion de télétravail. Ça permet aujourd'hui, nous on est allé, on a fait le télétravail et on a mis en place le flex office. Alors ça, pour vous assurer qu'au départ, ça fait très très peur. Pour 10 personnes, vous n'avez que 7 postes de travail, ça fait peur. Mais dans les faits, nous, c'est ce que nous avons aujourd'hui à Rennes, sur notre site principal. Dans les faits, encore aujourd'hui, on pourrait aller plus loin. Je peux vous assurer que moi, j'aime beaucoup venir travailler dans mon bureau parce qu'ils ont été rénovés, c'est remarquable. Le vendredi après-midi, pour 400 personnes, si on est 30 ou 40, c'est le maximum. Voilà. Donc on peut aller encore beaucoup plus loin sur l'optimisation des surfaces. Enfin, il y a des sujets qui sont un peu plus éloignés de la baisse immédiate de CO2. C'est pour notre banque postale d'être une banque à impact. Ça veut dire de mettre en place des outils, et vous l'avez mentionné tout à l'heure, notamment sur le fait de flécher les investissements. La Banque postale a été la première banque qui a émis ce qu'on appelle une obligation verte, un green bond. Voilà. C'est-à-dire que les investisseurs qui ont acheté cette obligation avaient la certitude que ces fonds allaient financer des projets de collectivité autour de la rénovation énergétique, d'énergie renouvelable,
d'assainissement d'eau. Voilà, des vrais projets verts. Et enfin, c'est ce qui a été dit, c'est vraiment travailler avec l'ensemble des collaborateurs sur la mise en place de bons réflexes. Merci beaucoup pour la preuve, enfin les preuves apportées. Pour vous, Nathalie Baudet, quels sont les engagements concrets et là aussi chiffrés que vous avez pris chez BPGO? Alors, chez BPGO, notre engagement, il est de longue date. Et donc, du coup, comment il se traduit? Déjà, on est labellisé RSE selon la norme ISO 26000 depuis 2012. Nous avons également un label achat fournisseur depuis 2021. Donc ça, c'est très engageant. Hein. Derrière, il y a des vrais plans d'action qui sont suivis, des renouvellements des audits au bout de 3 ans. Et à chaque fois, on remet en jeu nos labels. Et là, fin 2022 et 2023, nos labels nous ont été renouvelés. On a également un engagement, comme Jean-Christophe et le groupe La Poste, de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, on a déjà réduit de 25% depuis 2019 et notre objectif est de réduire de 50% d'ici 2030. Donc, ça aussi, c'est engageant, on le mesure. On a un autre outil de mesure qui s'appelle l'empreinte coopérative sociétale. C'est quoi? C'est un outil qui mesure toute notre responsabilité sociétale et coopérative, donc des actions concrètes que l'on fait dans ce domaine-là. Et je vais vous donner 2 exemples. Il y a par exemple tout ce que l'on fait via notre fondation, donc pour soutenir tout le milieu associatif et de la recherche. Et puis également toutes les mesures que l'on peut prendre pour le bien-être de nos collaborateurs et donc la qualité de vie. Donc tout ça, on le mesure, hein, c'est un petit peu tout ce qui est extra-financier. Et ça, c'est développé par le groupe des banques populaires pour justement que chacun, on prenne notre part. Nous avons, j'ai parlé de la fondation. Donc la fondation, elle existe depuis 2010. Nous avons également un fonds de dotation qui existe depuis 2019 avec un budget de 1 million d'euros. Donc là encore, 1 million d'euros sur notre territoire du Grand Ouest, hein, pas au niveau national. Ça peut aider quand même notre milieu associatif. Et puis, vous en avez déjà parlé, il faut embarquer nos collaborateurs. Et ça, c'est très, très important pour les sensibiliser, les former. Eh bien, nous, aujourd'hui, on consacre 8,3% de l'équivalent masse salariale à la formation. Donc, c'est 8 fois plus que le minimum légal. Donc, voilà. Et on voit bien cette nécessité parce que ça évolue tout le temps. Et nos collaborateurs sont demandeurs, en tout cas, dans ce domaine-là. On a aussi une marque employeur qui est forte. Et d'ailleurs, nous venons d'être primés meilleure marque employeur lors des trophées de l'engagement RH en 2023. Donc, on est quand même très, très contents. Voilà. Et puis, j'oublie pas toujours nos clients, puisque, bien entendu, notre engagement aussi, c'est de faire des financements. Alors, des financements green, des prêts impact, mais aussi par des prises de participation dans l'économie bleue, par exemple, avec des fonds comme Mer Invest ou Bleu Forward, si ça parle à certains. Et si on veut financer, il faut qu'on ait de l'épargne verte aussi. Et nous, chez Banque Populaire, on la trace. Et ce qu'on peut dire, c'est que quasiment 100% de l'épargne collectée est réinvestie sur le territoire de Banque Populaire Grand Ouest, donc les 12 départements. Et quelles sont les actions, peut-être pour rentrer un peu plus dans le détail, même question que pour Jean-Christophe tout à l'heure, on a vu les engagements, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus concrètement des actions que vous menez ? Alors, un peu comme Jean-Christophe, on a une flotte de véhicules, nous aussi. Alors, beaucoup plus humble, hein, on est plus petits. Mais en tout cas, elle a pris beaucoup d'essor en 2018 et il n'y avait que des véhicules thermiques. Donc, depuis 2021, on renouvelle progressivement toute cette flotte-là. À aujourd'hui, nous avons 40% de notre flotte qui est hybride ou électrique. À côté de ça, on a également un parc de vélos électriques sur nos sites centraux. Et là, on va lancer, dans les mois qui viennent, une expérimentation pour mettre des vélos électriques de service dans les agences. Donc, on va tester pour voir si nos collaborateurs vont se rendre plus chez nos clients en vélo. Donc, si vous les voyez, c'est super. Donc, on va voir si ça le fait. Et si ça le fait, on démultipliera. En tout cas, moi, j'ai envie de dire 40%, ça peut vous paraître pas beaucoup.
Nous aussi, ça ne nous paraît pas beaucoup. Donc, pour accélérer encore ce renouvellement, eh bien, on va déployer des bornes de recharge électrique sur nos sites centraux qui seront alimentées en partie par des ombrières posées sur les bâtiments et les parkings de nos sites centraux. Donc, quand je vous dis ombrière, forcément, on pense rénovation énergétique, sobriété, etc. Donc, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Jean-Christophe l'a fait. Mais en tout cas, concrètement, on a déjà baissé nos émissions de gaz à effet de serre. Il nous reste 5 minutes. J'aimerais juste qu'on puisse, avec vous, Nathalie, aborder le sujet de l'accompagnement justement des clients dans leur transition et notamment sur le volet financement. Alors, sur le volet financement, déjà, on commence par un questionnaire ESG, parce que c'est très important de savoir où chaque chef d'entreprise en est sur ces critères-là. Et après, quand on dit transition, souvent on dit financement, parce qu'il faut bien financer tous ces projets. Et donc là, on a un certain nombre de choses. Donc des prêts green, ça parle. Mais on a un prêt impact qui donne une rétrocession d'intérêt tous les ans. Et là, c'est le chef d'entreprise qui a choisi les indicateurs qu'il veut, parmi un certain nombre d'indicateurs que nous avons travaillé en amont avec les experts comptables pour que ce soit facile à suivre, que ce ne soit pas des audits, des usines à gaz à monter. Donc là, c'est hyper simple. Nous avons également des experts dans plein de domaines. Et en l'occurrence, j'ai envie de vous parler du pôle énergie renouvelable avec Autochtone Environnement, parce que c'est reconnu sur la place. Et donc, pour aider là aussi nos clients, parce que comme le disait Alexandre, souvent, c'est par quel bout je le prends, la montagne. Et puis, je peux vous en donner encore plein, mais je crois qu'on est... Oui, je suis maître du temps. J'ai ce rôle pas sympa aujourd'hui. Je l'ai dit plusieurs fois, je le redis. J'aimerais qu'on revienne un instant avec vous, Manon, sur le secteur de la mobilité. Là aussi, les enjeux sont de taille. Il y a notamment le bouleversement majeur de l'électrification. Il y a les motorisations thermiques d'ici 2035. Comment est-ce que vous vous adaptez à cette nouvelle donne ? Alors, au-delà, pour s'adapter, en fait, au-delà des infrastructures et des bornes de recharge, j'ai envie de dire un peu comme... mes collègues ici présents, c'est surtout par la formation, parce qu'on a 1700 collaborateurs. Alors déjà, on a toute la partie commerce où effectivement, si on veut transformer nos vendeurs de voitures en conseillers en mobilité, il y a énormément de formation, mais c'est surtout après pour nos métiers de la prévente, parce qu'un mécanicien sur un moteur thermique, c'est pas le même que sur un moteur électrique. Donc là, il y a même un devoir RH au niveau du groupe d'accompagner et de préparer nos collaborateurs au métier de demain. Après, c'est au niveau de l'entreprise en tant que telle, c'est un bouleversement de la chaîne de valeur, parce que la rentabilité également d'un véhicule électrique n'est pas la même, notamment encore une fois sur la partie après-vente. Donc on est obligé de travailler à notre agilité. Par agilité, j'entends notre capacité en fait d'adaptation. Déjà parce que la demande en fait sur le véhicule électrique, elle est beaucoup plus volatile qu'un véhicule thermique, notamment par rapport aux évolutions technologiques, le coût de l'énergie aussi. J'ai envie de dire, on en a pas mal parlé l'année dernière, mais c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc ça impacte, et les incitations gouvernementales. Donc quelque part, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas exactement quel va être le marché, et surtout, on ne sait pas finalement si est-ce que la mobilité sera électrique. L'enjeu, c'est que la mobilité soit propre. Mais potentiellement, demain, on aura d'autres alternatives aux moteurs électriques. On aura des moteurs hybrides avec des carburants de synthèse, avec de l'hydrogène. On ne sait pas. Donc, on a l'obligation aujourd'hui, au niveau du groupe, de se réadapter, de travailler de façon modulaire pour être capable de pivoter. Donc, on intègre toute la chaîne de la mobilité, que ce soit sur la partie financement, la partie service, mais pour être capable de répondre en fait, à l'évolution technologique et les trouvailles qu'on aura sur la mobilité de demain. C'est une sacrée bascule. C'est pour ça que c'est sympa. Vous ne devez pas vous ennuyer, en effet. Alexandre, en conclusion, est-ce que vous souhaitez lancer un appel pour embarquer les entreprises présentes dans la salle sur la prochaine promo ? C'est le moment, hein, je vous laisse une tribune. J'espère avoir fait un peu de teaser en disant que le parcours était fantastique, qui permettait de se reposer plein de questions et de réfléchir avec d'autres dirigeants à son modèle d'affaires, et que c'était du coup plus facile de le faire collectivement. Il va y avoir de nouveaux parcours qui émergent, et notamment dans l'Ouest, à l'horizon
l'horizon du premier trimestre 2024, un nouveau parcours pour sûrement une soixantaine d'entreprises présentes sur les territoires pourront candidater. Les candidatures, elles se font sur le site web de la CEC, donc c'est cec-impact.org, ou sinon vous pouvez m'envoyer un message. J'imagine que les coordonnées des intervenants seront communiquées. C'est alexandre@cec-impact.org. Sinon, si vous avez besoin de questions, d'informations, n'hésitez pas. Mais en tout cas, on va lancer un nouveau parcours dans l'Ouest, et puis il va y avoir les autres parcours aussi qui vont se lancer si vous n'êtes pas présent sur le territoire. Merci beaucoup, merci à tous les quatre. On peut vous applaudir. Merci pour vos partages et éclairages.